dans une opposition entre le pouvoir actuel et Benno Siggil Sénégal. Nous ne sommes plus dans un bras de fer entre le pouvoir et Benno. À ce bras de fer s'est substitué une confrontation entre le pouvoir actuel et le peuple sénégalais. Et c'est pourquoi il faut comprendre le M23 pour ce qu'il est. Moi, j'ai un très grand respect pour Benno et je souhaite, comme je l'ai déjà dit ou comme je l'ai dit antérieurement, qu'ils aient un candidat unique parce que cela participera de la clarification du jeu politique. Oui. Et ce candidat unique pourra mobiliser bien au-delà. S'il est candidat unique, s'il est réellement candidat unique, bien au-delà de Benno et d'autres forces vives. Mais le M23, prêtons-y attention, c'est un organe. Ce n'est pas seulement une organisation. Benno est une organisation. Le Parti Socialiste est une organisation. Le PDS est une organisation. La CAP21 est une organisation. Le M23, ce n'est pas qu'une organisation. C'est qu'une majorité du peuple sénégalais se sent représentée par le M23. Cela s'appelle un organe. Cela s'appelle un nouvel organe. Vous voulez dire quoi? Que c'est ce mouvement qui a la solution aujourd'hui? Mais ce mouvement est une bonne partie de la solution. Et la défense de l'unité et de l'indépendance de ce mouvement est un enjeu capital dans la conjoncture politique actuelle. Pourtant, aujourd'hui, on se pose la question, il y a un questionnement autour de son avenir. Est-ce que ce mouvement va survivre à l'élection présidentielle de 2012? Très sincèrement, je n'en sais rien du tout. Des mouvements comme le M23 sont nés au Mali en 91, sont nés au Togo en 91 et 92, sont nés au Niger en 91 et 92. Tout dépend de l'évolution de la conjoncture politique dans le pays considéré. Mais regardons de près et constatons que des organisations de ce genre, là ça se dit réunies dans différents endroits à Dakar, au Mali c'était à la Bourse du Travail, en Guinée-Conakry c'était à la Bourse du Travail, au Niger c'était aussi à la Bourse du Travail, mais comprenons qu'à partir du moment où le peuple, la majorité du peuple, se sent représenté par le M23, mais aujourd'hui, au moment où nous avons cette discussion, le M23, l'Assemblée du M23, est plus légitime que l'Assemblée nationale actuelle. Si nous concevons la République en termes de démocratie et de mandat, les bases de la démocratie républicaine, c'est la délégation et le mandat. Si nous concevons ainsi la République, ne figeons pas le M23, laissons-le respirer, mais en attendant, prenons-le pour ce qu'il est. La représentation la plus démocratique du peuple sénégalais au moment où se tient cet entretien. Plus démocratique que l'Assemblée nationale, plus démocratique que le Sénat, plus démocratique que tout autre organe. C'est l'organe le plus légitime du Sénégal aujourd'hui. De votre point de vue. Pourtant, on constate qu'au sein de ce mouvement, j'ai suivi tout à l'heure une démarche qui tend à exclure aujourd'hui les partis d'opposition, les partis classiques. Pourtant, paradoxalement, dans ce mouvement, il y a ces partis qui sont bien représentés. Il y a aussi une partie de la société civile. Oui. Et il y a même des membres de la mouvance présidentielle. Comment alors ça peut être plus démocratique, plus représentatif que l'Assemblée nationale? Mais il y a aussi des membres de la mouvance présidentielle. Dans le M23? Et bien sûr. Et vous avez vu un membre célèbre qui s'est présenté avec fracas et qui a fait une communication de qualité. Maître Doudounoui, qui a adhéré au M23. À l'Assemblée nationale, il y a le PDS et les quelques partis qui ont participé aux élections. Je ne dis pas que c'est la faute du pouvoir. Je constate. À l'Assemblée nationale, c'est le PDS et les quelques partis qui ont participé aux élections avec le PDS. Au M23, il y a la totalité. Donc vous n'allez pas comparer le M23 à l'Assemblée nationale, même si, et c'est normal, à partir du moment où vous regroupez... En termes de légitimité, quand même, c'est pas la même chose. Ah bon? On est dans une république qui a ses pouvoirs. Tout à fait. Dans un État. Tout à fait.
Quoi qu'il en soit, l'Assemblée nationale est une institution, même si sa composition, je veux dire, fait l'objet de débats. Non, mais le problème c'est le fond. L'Assemblée nationale, ce n'est pas une question d'étiquette ou de nom. L'Assemblée nationale suppose que l'ensemble du peuple sénégalais a participé à une élection pour désigner ses députés. Est-ce qu'il y a plus représentatif? Je peux terminer. Oui. Si c'est le cas, il est difficile de trouver plus représentatif que cela. Or, ce n'est pas le cas. Ah si, les gens ont voté pour élire l'Assemblée nationale. Quels gens? L'opposition a boycotté. Oui, mais c'est par la faute de qui? Mais le problème n'est pas de savoir de qui c'est la faute. Le problème est de savoir quelle institution a été produite. Mais ce sont quand même des Sénégalais qui ont voté. Oui, mais l'Assemblée nationale oui, n'est pas faite, n'est pas mise en place pour que une partie des Sénégalais votent. C'est l'Assemblée nationale. Son nom veut dire quelque chose. Nous ne sommes pas devant une Assemblée nationale au sens où c'était le cas en 2001 ou au sens où c'était le cas en 1998 pour maintenir qu'aux 2 dernières élections. Constatons-le, ne jugeons pas. Ce n'est pas le cas. Alors que vous avez cela au M23. Les Sénégalais sont organisés. Ils ne sont pas élus. J'y viens. Les Sénégalais sont organisés. Tous les responsables d'organisation sont élus. Un syndicaliste qui vient, il a été élu. Et entre nous, beaucoup de syndicalistes sont plus représentatifs que des politiciens. La majorité des gens que moi je rencontre au M23 sont élus. Alors, ce n'est pas parce que la manière dont ça s'est passé ne ressemble pas à ce que nous avons lu dans nos classiques que nous ne devons pas reconnaître le processus. Le M23 exprime un processus constituant. Ce n'est pas une assemblée constituante. Il n'y a pas eu des élections à une assemblée constituante. Mais quand un pouvoir n'entend pas, quand un pouvoir ne répond pas, la nature a horreur du vide. Et les masses cherchent des solutions, cherchent à percer. Et rassurez-vous, la manière dont elles ont percé est extraordinaire. Elles sont venues occuper le devant de la scène politique et elles tiennent le devant de la scène politique. Elles ne l'abandonneront pas. Et je pense que même après le 26 février 2012, elles n'abandonneront pas le devant de la scène politique, à moins que le nouveau pouvoir prenne les mesures idoines. Pour le moment, notre situation se caractérise par la naissance d'un processus de révolution démocratique. Il faut l'appeler par son nom. Si des gens pensent que ça va s'arrêter au 23 juin, c'est tant pis pour eux. Pour que ça s'arrête au 23 juin, encore une fois, il faut que les mesures qui répondent aux problèmes que les Sénégalais rencontrent dans le vécu quotidien soient prises pour qu'il y ait un début de solution. Cela va largement au-delà de la Constitution. Et les manifestations qui se sont centralisées, vous ne pouvez pas les enfermer dans un débat constitutionnaliste ou dans un débat de constitutionnalistes. C'est un débat politique parce que c'est un mouvement politique. Ceux qui sont venus le 23 juin devant l'Assemblée nationale sont venus défendre les revendications les plus pressantes. Ceux qui sont venus le 23 juin devant l'Assemblée nationale comptent parmi eux beaucoup d'inondés récurrents. Ceux qui ont subi 4, 5 inondations atteignent un niveau d'exaspération qui sont venus exprimer devant l'Assemblée nationale le 23 juin. Même les étudiants en droit ne comprenaient rien à l'affaire du ticket. On fermait le restaurant universitaire, ils sont venus dans leur exaspération. Donc les manifestants étaient là-bas moins pour exiger le respect de la Constitution que pour exprimer leur frustration. Les manifestations étaient venues là-bas pour exiger le départ de l'actuel pouvoir. Pas autre chose. Pas pour débattre techniquement. Mais demander, c'est-à-dire, je ne sais pas si je me fais comprendre, le peuple sénégalais a atteint un niveau de radicalité qui l'amène à exclure l'actuel président de la République de la participation aux prochaines élections. Que cela soit permis par la Constitution ou pas. Mais écoutons les Sénégalais, écoutons-les parler, écoutons-les revendiquer. Ils ne veulent pas que parmi les candidats, il y ait l'actuel président de la République. C'est d'une certaine manière une sanction
de la politique actuelle. Qui veut ça? Ce sont les populations ou les opposants? Mais je crois que beaucoup ne perçoivent pas la violence de la politique actuelle. Ceux de Fanaï. Fanaï fait 26 000 hectares. On veut les exclure des 20 000 hectares. Mais ceux-là, ils sont agressés. Il ne s'agit pas seulement d'une mesure antidémocratique. Ils sont expulsés de leur lieu de vie et de travail. Ils sont expulsés de leur champ. Ils sont expulsés de leur pâturage, pour ce qui concerne les éleveurs. Au niveau de violence de cette agression, répond une autre, une autre violence, celle qui consiste à rejeter tout simplement le pouvoir actuel. Oui. Et il ne faut pas être autiste. Et l'alternative se dessinera pas par les personnes, mais par les solutions proposées. Je vous donne un exemple simple. Au Sénégal, c'est une ultra-minorité des étudiants qui sont boursiers. Je parle de bourse, je ne parle pas d'aide. Si vous donnez une bourse entière à la totalité des étudiants sénégalais, vous dépassez de peu 1% du budget national. Donc ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de priorité. C'est une mesure que j'ai défendue jusqu'il y a quelque temps. Je me suis rallié à une autre mesure, parce que je débat avec d'autres candidats. Je suis pour la prise en charge intégrale. Elle est moins chère, la prise en charge intégrale de la totalité des étudiants. Elle est moins chère, cela fait 0,8% du budget. Cela ne fait même pas 1% du budget actuel. Je préfère commencer par le haut, par l'université. Mais des pays comme le Bénin, comme le Kenya, ont commencé par le bas. C'est-à-dire ont instauré la gratuité de la maternelle jusqu'au baccalauréat. J'estime que nous, au Sénégal, nous sommes dans l'urgence. Il ne faut pas sacrifier les étudiants actuels, donc il faut les rattraper dès la sortie et leur donner, les mettre dans des conditions, soit de bourse pour entière pour tous, soit de prise en charge intégrale pour tous. D'accord. Et cela n'induira pas une inflation d'étudiants, mais cela les mettra dans les conditions basiques pour étudier. D'accord. L'alternative passe par la proposition de solutions, c'est vous qui venez de le dire. La question, elle revient d'ailleurs, je l'ai posée tantôt, est-ce qu'aujourd'hui, il y a cette solution-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui détient cette solution aujourd'hui? Mais il ne faut pas chercher quelqu'un. Il faut chercher des groupes de femmes et d'hommes. Chercher quelqu'un, c'était valable jusqu'en 2000. Est-ce qu'il y a ce groupe de femmes et d'hommes? Chercher quelqu'un, c'était valable jusqu'en 2000. Ces groupes de femmes et d'hommes existent massivement. Je dis bien massivement. Ils commencent à discuter entre eux parce que le propre d'un processus comme celui du M23, c'est de sélectionner une nouvelle direction du pays. Ne vous en faites pas. D'accord, mais le problème... Donc ces groupes de femmes et d'hommes, et cela n'a rien à voir avec le nombre d'années d'expérience gouvernementale ou pas. D'accord, mais ce groupe de femmes et d'hommes est en train d'être sélectionné au moment où nous parlons par l'actuel processus. D'accord, le problème auquel on est confronté aujourd'hui, c'est que les citoyens ne savent pas, ne savent pas pour le moment de quoi leur avenir sera fait. Parce qu'il y a un débat politico-juridique qui s'installe au détriment des choix à proposer aujourd'hui. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'au bout, si la situation continue comme ça,